Ah, il semble que nous ayons atteint le plafond pour Zoom. Donc, les gens vont se joindre par YouTube. Bonjour. Je me présente pour commencer, Sophie Malavoie, directrice du Cœur des Sciences. Alors, vous vivez une expérience en direct. En fait, c'est notre première conférence grand public virtuelle. Inutile de vous dire pourquoi nous sommes passés au virtuel. Alors, c'est une conférence qui est en fait la première d'une série qu'on a appelée les apérosciences, puisqu'on fait ça à 4 heures. On s'est dit que ce serait une heure idéale pour tout le monde, juste avant le souper, bref, l'heure de l'apéro. Et pourquoi pas parler de science pendant qu'on prend l'apéro. Alors, on a toute une programmation qui est maintenant prête. Elle n'est pas finalisée. Vous pouvez la retrouver sur notre site. Alors déjà, je peux vous dire que aujourd'hui, on va parler des virus. La semaine prochaine, mardi prochain, on parlera avec Johannes Frasnelli de l'odorat. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient entendu la conférence qu'on a donnée il y a quelques années sur l'odorat, mais on l'a rappelé, Monsieur Frasnelli, et il a adapté sa conférence parce que justement, le virus de la COVID-19, il a un effet sur l'odorat. Il provoque en fait des pertes d'odorat, semble-t-il. Donc on s'est dit, ça serait pertinent. On va avoir aussi la semaine suivante une énorme causerie, discussion avec les fonds de recherche du Québec, le scientifique en chef et des chercheurs pour faire le point sur toutes les recherches qui se font à travers le monde pour combattre la COVID-19. Là-dedans, il y a des vaccins, il y a des antiviraux, il y a des injections de plasma. On ne parlera évidemment pas de tout, mais ce qu'on veut, c'est vous permettre d'avoir un peu un aperçu global de quelles sont les pistes les plus prometteuses et où est-ce qu'on s'en va. C'est des questions que tout le monde se pose parce qu'on a tous envie d'avoir un vaccin ou à tout le moins un traitement qui fonctionne à court terme. Donc, on fera le point. La semaine suivante, on reste dans le thème des pandémies, mais pas sur les humains. Cette fois-ci, ça va être sur les forêts. Parce que oui, les forêts pourraient aussi subir des pandémies. Elles sont loin d'être à l'abri. Même des virus, elles pourraient être attaquées par des virus, mais elles sont souvent attaquées par des insectes ou des champignons. Donc, il va y avoir une série, je ne vais pas nommer toute notre programmation, toutes les semaines, à raison d'une fois par semaine, une activité en virtuel avec des scientifiques. Et suivez nos activités sur le site et elles vont être annoncées au fur et à mesure. Alors, le déroulement d'aujourd'hui, on est sur Zoom et pardonnez-nous s'il y a quelques petites ratés. En fait, on s'est beaucoup pratiqué, on a fait beaucoup de tests, mais c'est notre première. Alors, vous avez, pour le déroulement, c'est très simple. On va passer le contrôle au présentateur que je vais vous présenter dans quelques secondes et il va vous présenter sa présentation. Il n'y aura pas de questions pendant la présentation, mais à la fin. Et ces questions, pour des raisons de simplicité, se feront par clavardage. C'est-à-dire, vous avez en bas une ligne avec toutes les icônes de contrôle au centre, en fait. Vous avez une petite icône où c'est écrit converser ou chat, si vous avez une version anglaise. Vous cliquez là-dessus et vous pouvez taper vos questions. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, quand on sera rendu à la période de questions, lire les questions et essayer d'en poser le plus possible à notre conférencier. Ça, c'est pour le déroulement. Vous allez voir aussi dans la présentation, Monsieur Barbeau, il a intégré 3 questions. Ça, ce n'est pas des questions où on vous demande de répondre verbalement, mais c'est des petits sondages. C'est pour rendre ça un petit peu interactif. Donc, vous répondez au sondage qui va apparaître à votre écran et on va fermer le sondage et Monsieur Barbeau pourra commenter les résultats. Donc, vous pouvez aussi, je vois qu'on a atteint le nombre limite, donc les autres personnes nous suivent bien sûr sur YouTube, sur la chaîne YouTube du Cœur des Sciences. Ils pourront aussi poser des questions par clavardage. Il y aura donc 2 clavardages à suivre, mais ça c'est un détail. Donc, ça devrait bien fonctionner. Alors maintenant, il est temps de commencer la conférence. Je vais vous présenter le conférencier et je suis vraiment contente qu'il ait accepté et je le remercie devant tout le monde d'avoir accepté alors que c'est un peu la folie dans le monde de la recherche, de se prêter à cet exercice et de prendre le temps d'expliquer les choses. C'est très apprécié parce que je peux vous dire que les scientifiques actuellement, ils dorment pas beaucoup. Donc, Benoît Barbeau, il est professeur au département des sciences biologiques de l'UQAM. Il travaille sur les virus, justement. Bon, plus spécifiquement, il a travaillé notamment sur le VIH, mais il travaille sur toutes sortes de virus. Donc, il va être capable de vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur les virus. Il est membre du réseau intersectoriel de recherche en santé de l'Université du Québec. Et il est aussi membre du Centre d'excellence en recherche sur les maladies orphelines de la Fondation Courtois. Donc, maintenant, je passe le contrôle à Monsieur Barbeau. Merci beaucoup.
Alors, bonjour à tous et une fois de plus, je voudrais en profiter pour remercier évidemment Sophie ainsi que tous les membres de son équipe pour me donner en effet l'opportunité de vous, un instant, de vous faire cette présentation. Je vais juste évidemment commencer ma présentation par la première diapositive, désolé. Alors donc, la présentation, en effet, porte sur les virus. Et puis, je crois que, comme vous le savez, c'est un sujet qui nous touche tous actuellement par la crise sanitaire actuelle. Le virus de la COVID-19, qu'on appelle le virus SARS-CoV-2, en effet, a un impact majeur au niveau de la santé humaine, au niveau de l'économie, au niveau politique. Et puis, c'est vraiment la première pandémie de la sorte qui nous frappe au 21e siècle. Et ce qui est plus important aussi, c'est qu'évidemment, derrière cette pandémie, on a justement découvert un nouveau coronavirus. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien que les coronavirus, ça fait un certain temps qu'on les connaît, donc ça fait plusieurs années qu'il y a des équipes de recherche qui travaillent sur les coronavirus, plus particulièrement ceux qui infectent l'humain, qui sont responsables en effet pour, on pourrait dire, le tiers des rhumes qui nous affectent. Eh bien, on apprend toujours sur ce nouveau coronavirus car il a certaines caractéristiques qui lui est propre. Il se transmet d'une certaine façon, en fait, qui le rend différent des autres coronavirus. Et vraiment, le fait d'apprendre au fur et à mesure et d'avoir le plus de données possible va nous permettre éventuellement, on espère, de venir à bout de ce virus et éventuellement donc d'avoir un traitement ou d'un vaccin qui sera efficace. Mais avant tout, donc, ma présentation, en fait, elle est divisée en quelques différentes sections. Mais ce qui est important de savoir dans ma présentation, c'est que, évidemment, je mettrai l'accent parfois sur le coronavirus qu'on appelle le SARS-CoV-2, mais la présentation, le but est vraiment de dresser une image complète, générale des virus. Alors, la première diapo vous présente un peu ce qu'il y en est des différents virus. Donc, la première chose qu'il faut mentionner, c'est que malgré le fait qu'aujourd'hui, vous n'entendez parler que du coronavirus, eh bien, il y a d'autres virus, évidemment, qui circulent dans notre population, mais aussi qui affectent les différentes populations animales, mais les populations végétales ainsi que les bactéries. Alors, il y a des virus qu'on connaît relativement bien, donc on en a entendu parler parce qu'en effet, c'est des virus qui ont eu un impact au niveau de la santé humaine. On a juste à penser au virus du Nil, du West Nile virus le virus du Nil occidental. Évidemment, on a aussi le virus Ebola, évidemment, qui est un virus qui, on sait, est très dangereux et on se rappellera d'ailleurs qu'elle a été responsable vraiment d'une panique en 2015 et qui a touché même certaines villes, certains pays en Amérique. On a des virus qu'on connaît un peu plus. Le virus herpétique qui est quand même un peu moins dangereux, bien que dans certaines situations, il peut vraiment être lié à certaines pathologies qui sont plus sévères. Le virus d'influenza qui est responsable de la grippe saisonnière et certaines grippes, comme on verra un peu plus tard, la fameuse grippe porcine qui a été responsable d'une pandémie. Puis aussi, il y a d'autres virus qu'on connaît un peu moins. Donc, le mimivirus qu'on appelle, qui fait partie des virus géants. Le virus TT et donc certains virus qu'on connaît un peu moins parce qu'en effet, ils ne sont pas associés à des maladies et c'est pour ça vraiment qu'on les oublie. Mais ce qui est important de savoir, évidemment, c'est qu'il y a les fameux coronavirus qui représentent une famille en eux-mêmes. À savoir quand même qu'il y en a 7 coronavirus qui touchent l'humain, dont le dernier qu'on appelle le virus du SARS-CoV-2 ou le SARS-CoV-2. Une petite parenthèse que j'aimerais faire à ce moment-ci, c'est qu'il faut savoir que la famille des coronavirus, donc on les appelle le coronavirus parce qu'en effet, ils font une genre de, on pourrait dire, de couronne, on présente comme une couronne autour de la surface du virus. Eh bien, la première personne qui a identifié ces virus-là s'appelle June Almeida et cette chercheur-là était une personne qui était d'origine écossaise, mais qui avait travaillé
à Toronto et qui avait fait sa découverte à Toronto. Alors, c'est quand même quelque chose qu'il faut se rappeler. Si vous voulez connaître un peu plus de détails sur cette femme-là, cette femme exceptionnelle, vous pourrez d'ailleurs regarder un article de BBC. Je crois qu'il y a aussi un reportage à son sujet. Alors, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors, comme je vous ai dit, donc, vous pouvez voir qu'il y a quand même différents types de virus qui existent à travers le monde et on pourrait même les identifier ou les regrouper dans ce qu'on appelle la virusphère. Alors, c'est une grande multitude de virus qui sont présents à travers notre planète. Ils ont une très grande diversité, comme on va voir dans les prochaines diapositives. Mais sachez que le nombre de virus sur la planète est quand même énormément phénoménal. Donc, on parle de 10 fois plus de virus que le nombre de bactéries. Et en fait, certains chercheurs ont démontré, ou du moins estiment, plus ou moins démontré, mais estiment que dans nos océans, il y a 1 fois 10 à la 23 virus qui sont présents dans nos océans. Et à chaque jour, en plus, certains chercheurs ont estimé qu'on reçoit, en fait, il y a une averse de 800 millions de virus qui se déposent par mètre carré sur la planète, ce qui vous démontre à quel point la quantité de virus fait partie, est présente justement autour de nous. Et il est important de savoir que même si on parle beaucoup des virus, évidemment, qui affectent notre santé, qui nous créent justement, qui sont associés à certaines pathologies, la très vaste majorité des virus ne nous affectent aucunement. Et soit qu'ils n'ont aucun impact sur notre santé, bien qu'on est possiblement infecté, ou surtout parce qu'elles, tout simplement, elles nous infectent pas, que les virus nous infectent aucunement. Mais avant tout, parlons un peu de c'est quoi exactement un virus. Donc, je vous ai parlé quand même qu'il y a une multitude de différents virus, mais qu'est-ce qu'un virus? Alors, un virus, c'est vraiment une entité qui existe, qui a un matériel héréditaire. Alors, comme vous, comme nous, comme moi, le virus a un matériel héréditaire. Notre matériel héréditaire est de l'ADN. Le matériel héréditaire qui constitue le virus, qui contient les gènes qui vont éventuellement produire les protéines qui vont être nécessaires à sa réplication. Alors, son matériel héréditaire est soit de l'ADN, comme nous, ou même peut être une autre forme de ce qu'on appelle l'acide nucléique, peut être de l'ARN, comme on va voir un peu plus tard. Mais ce qui est important, c'est qu'un virus, pour qu'il puisse se reproduire, doit transporter son matériel héréditaire dans une cellule, dans un autre, pour éventuellement vraiment se reproduire, se répliquer, produire plusieurs copies. Mais pour ce faire, il doit d'une part le protéger son ARN, son matériel héréditaire, devrais-je dire, pour le transporter à la cellule qui serait éventuellement infectée. Alors, on a ce qu'on appelle une capsule de protéines, donc des protéines virales qui protègent ce matériel héréditaire de sorte à ce que le matériel héréditaire ne soit pas sujet à être dégradé. Et pour certains virus, vous avez par la suite, autour de cette capsule de protéines qu'on appelle capsides, qui sont des protéines virales, une enveloppe de graisse, donc une enveloppe lipidique qui peut représenter une autre couche qui, justement, protège une fois de plus la structure du virus. Alors, comme je l'ai dit, donc, il y a une certaine diversité dans la famille des virus, plutôt dans le regroupement des virus. Vous avez des virus qui, en effet, ont justement cette structure, comme ce qu'on appelle les rhabdovirus, qui, entre autres, incluent les virus de la rage. Donc, ces virus-là, en plus d'avoir leur fameuse capsule de protéines, ont cette enveloppe que je vous ai mentionnée, cette enveloppe de graisse, de lipides, qu'ils ont emprunté des cellules qu'ils ont infectées. Vous avez cependant ici, comme des adénovirus, où que vous avez uniquement la capsule de protéines qui recouvre le matériel héréditaire du virus et donc vous n'avez aucunement cette membrane, cette couche lipidique qui recouvre le virus. Donc déjà là, on peut s'apercevoir qu'il y a deux différents types de virus qui ont, dans certains cas, une enveloppe de graisse alors que d'autres n'en ont pas. Mais si vous regardez l'ensemble des virus, alors à ce moment-là, vous allez être frappé par la très grande diversité qu'il existe à travers les différents virus. Donc, vous avez ce qu'on appelle une virodiversité. On parle beaucoup de la biodiversité, mais sachez que dans le grand monde des virus, dans la virosphère, il existe une énorme diversité. Alors, cette diversité se situe à différents niveaux. D'une part, comme je vous ai mentionné, le génome ou le matériel héréditaire, donc c'est une autre façon de nommer le matériel héréditaire, le génome. Donc, notre génome est fait d'ADN et comme je vous ai mentionné, le génome, le matériel héréditaire des virus peut être constitué d'ARN
ou d'ADN. Et ce qu'on sait d'ailleurs, ces ARN-là peuvent être différentes orientations et l'ADN peuvent être de différentes formes. Alors encore là, c'est des structures de matériel héréditaire qui est unique au virus, qui les rend encore là très diversifiés et très particuliers. Leur matériel héréditaire aussi peut être de différentes tailles. Donc, il y a parfois le matériel héréditaire peut être de plus petite taille, mais il peut, pour certains virus, être beaucoup plus gros, voire 50 à 100 fois plus gros que les plus petites tailles de génome viral qui a été détecté. Il y a aussi différentes tailles de virus. Alors, il y a des virus qui parfois sont d'une toute petite taille, donc d'environ ce qu'on appelle 30 à 50 nanomètres, qui est très petit pour un virus, évidemment qu'on ne peut aucunement voir à l'œil nu. Et vous avez des virus qui sont beaucoup plus grands, en fait, des virus qui sont des tailles qui sont relativement comparables à la taille des bactéries. Alors, une fois de plus, vous avez cette diversité, en plus de la diversité qui est associée à la gamme d'hôtes. Donc, il y a des virus qui vont infecter un seul hôte. Donc, si on prend à titre d'exemple, le virus de la variole était spécifique à l'humain. Donc, ça n'infectait pas d'autres espèces animales, alors que vous avez d'autres virus qui vont infecter différents autres. Donc, il va être beaucoup plus versatile dans le type d'autres qu'il va pouvoir infecter. Vous avez aussi la notion de stabilité. Et ça, vous n'avez probablement entendu parler lorsqu'on parle du virus de la COVID-19. On parle grandement justement à savoir comment il est stable. Est-ce qu'il est capable d'exister, d'être actif pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, dépendamment de quelle surface. Alors, en effet, certains virus ont une très forte stabilité. Le virus de l'hépatite B est reconnu pour être très stable. Donc, lorsqu'il est à l'extérieur de son hôte et qu'il est sous une forme de gouttelette qui est déposée sur une surface, il peut rester plusieurs heures, voire plusieurs jours. Et encore là, les facteurs qui affectent cette stabilité-là sont la température, l'humidité, et ainsi de suite. Donc, encore là, c'est des facteurs qui font en sorte, c'est un autre paramètre qui fait en sorte qu'un virus peut être plus ou moins différent. Et vous avez évidemment le site de réplication, c'est-à-dire comment le virus se réplique. Et ça dépend, entre autres, du type de génome qu'il est constitué. Donc, est-ce que c'est de l'ARN ou de l'ADN? Une fois que le virus rentre dans la cellule pour se répliquer, à ce moment-là, pour se reproduire, est-ce qu'il va se retrouver dans ce qu'on appelle un compartiment de la cellule qu'on appelle le noyau versus le cytoplasme? Et quelles sont les différentes stratégies que le virus va utiliser justement pour se répliquer? Et encore là, il y a une foule de différentes façons qu'un virus peut se répliquer. Ça devient d'autant plus complexe pour essayer justement de décrire l'ensemble de ces modes de réplication. Et finalement, vous avez évidemment les différents degrés de pathogénicité. En d'autres mots, quel impact un virus a au niveau de la santé de son hôte? À quel point il crée des dommages dans l'hôte qui l'a infecté? Alors, comme vous savez, beaucoup d'études, beaucoup de recherches est faites sur les virus qui sont particulièrement pathogéniques chez l'humain, donc qui sont mortels, qui infligent des maladies très sévères chez l'humain. Donc, on a juste à se rappeler le virus de la variole. On a le virus du sida aussi, évidemment, qui a eu un impact à date qui est très important au niveau de la santé humaine. Et aussi, on a le virus Ebola aussi, qui est quand même un virus qui est très, très pathogène chez l'humain. Alors, dans cette notion-là de pathogénicité, il y a aussi la notion de virulence. En fait, certains virus vont se multiplier énormément et être capables de se reproduire très activement chez leur hôte une fois qu'ils ont infecté leur hôte. Et ce qui va déterminer leur virulence, c'est justement cette multiplicité-là du virus qui va mener aussi souvent à des dommages beaucoup plus importants. Alors, dépendamment de quel virus on parle, donc il y en a qui, comme je l'ai mentionné, qui vont être beaucoup plus sévères au niveau de l'impact qu'ils auront sur leur hôte. Donc, il y a des virus comme le virus de la variole, le virus Ebola, qui sont très pathogéniques, qui sont très virulents, qui ont un impact majeur sur l'hôte une fois que celui-ci est infecté. Alors que vous avez des virus qui sont un peu plus tranquilles, donc des virus un peu plus pépères, si on pourrait ainsi dire, le virus, comme je mentionnais tantôt, le VTT, ou un autre virus qui s'appelle le virus HTLV1, qui est un peu moins connu. Et je vais revenir à la fin sur ce qu'on appelle les rétrovirus endogènes. Mais entre les deux, évidemment, vous avez une gamme de diversité en termes de pathogénicité qui sont provoquées par les virus. Et le virus de la COVID-19 se situe un peu entre les deux. Et on sait maintenant que le taux de mortalité qui est infecté, qui est associé à ce virus sera fort probablement en bas de 1%, sinon, si ce n'est pas de 0,5%, mais
prochaines données vont nous permettre de savoir justement à quel point ce virus-là est pathogénique et aussi occasionne la mort chez les individus qui sont infectés. Alors donc, vous avez cette notion-là qui est très importante de virulence, qui fait en sorte que les virus peuvent être différents. Non seulement vous avez différentes espèces de virus, vous avez différentes familles de virus, comme par exemple les coronavirus sont une famille de virus, les virus influenza appartiennent à une autre famille, mais en plus de ça, les virus eux-mêmes, les espèces peuvent évoluer. Donc, ils peuvent vraiment changer, s'adapter à certaines conditions et à certaines pressions sélectives. Et en fait, les virus, un peu comme les espèces animales et les espèces végétales, sont assujettis à la sélection naturelle. Donc, depuis des milliards d'années, des millions d'années, si on pourrait se dire, les virus infectent leur hôte, mais pendant plusieurs millions d'années, ils ont interagi l'un avec l'autre. Donc, parfois, l'autre a gagné, mais ce qui est arrivé, c'est que les virus ont eu à s'adapter pour réussir justement à infecter leur hôte. Donc, il y a vraiment une discussion, un contact continu entre les deux. Et justement, les virus doivent à ce moment-là s'adapter pour être sûr justement de pouvoir éventuellement infecter un autre et pouvoir se reproduire, se répliquer et se transmettre au sein d'une population. Et ce qui est déterminant vraiment dans cette pression-là, dans cette sélection naturelle, c'est la réponse immunitaire. Donc, si on parle, par exemple, au niveau des populations animales, donc au niveau de l'humain particulièrement, donc lorsque nous sommes infectés par un virus, tout comme une bactérie, on a une réponse immunitaire qui est engagée, qui est très forte et très active, mais aussi on a différentes étapes, différents niveaux de notre réponse face à l'infection. Hormis la réponse immunitaire, il y a aussi des défenses cellulaires. Donc, il y a des mécanismes très importants qui font en sorte que les virus, on espère, peuvent être contrôlés et éventuellement éliminés. Mais évidemment, les virus, eux, ont un certain avantage, réussissent parfois justement à contrecarrer la réponse immunitaire pour s'assurer de pouvoir être transmis, pour pouvoir se propager, et ainsi de suite. Et évidemment, de découvrir comment le virus réussit à contrer la réponse immunitaire, évidemment, c'est une question qui est très importante et il y a beaucoup de recherches qui se fait dans ce sens-là. Mais sachez donc que les virus ont des mécanismes pour s'assurer d'être capables de se propager dans une population et parfois de revenir année après année et d'infecter une fois de plus cette même population. Au même titre, nous, les êtres humains, nous avons été capables justement, par nos efforts en médecine, de développer d'excellents antiviraux et aussi des préparations vaccinales qui nous permettent de contrôler ces virus. Alors ça, c'est une autre pression qui fait en sorte que les virus, en effet, sont quand même assujettis d'une certaine façon, une façon plutôt artificielle, à la sélection naturelle. Mais malgré tout, comme on le sait, justement, les virus peuvent parfois être capables, justement, d'évoluer, de s'adapter face à ces pressions-là. On a juste à penser justement à certains antivirales, certains traitements antivirales, les fameuses, les traitements antirétrovirales qui ont été utilisés pour le sida et comment que le VIH a réussi à maintes reprises à évoluer et justement à développer des souches qui allaient être résistantes. Alors donc, une des façons justement, et un peu particulièrement pour le VIH, mais aussi pour le virus d'influenza, le virus de la grippe, comment ces virus-là réussissent justement à évoluer et donc, entre autres, de se défendre face à la réponse immunitaire. Bien, vous avez juste à penser au virus de la grippe, qui est le virus de la grippe saisonnière, qui revient d'année en année. Et en fait, les virus, donc, un peu comme nous, mais face à une adaptation, face à une pression, provoquent parfois des mutations dans leur matériel héréditaire. Et lorsqu'on a une mutation, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir des protéines virales qui vont être différentes. Alors, si vous avez été infecté par un virus et vous avez reconnu ces protéines virales, votre réponse immunitaire a été engagée et spécifique avec certaines protéines virales du virus. Évidemment, s'il y a des mutations qui changent la structure de cette protéine-là, il est fort probable ou il est possible que votre réponse immunitaire ne sera plus capable de reconnaître ce virus. Et justement, c'est l'une des façons, entre autres, que le virus du sida, mais aussi le virus d'influenza sont capables justement éventuellement, et particulièrement évidemment pour le virus de l'influenza, de revenir d'année en année, c'est-à-dire qu'ils ont des mutations qui font en sorte que les protéines qui sont à la surface ne sont plus reconnues par les anticorps qui sont neutralisants. Comme on voit ici en exemple, un anticorps qui permettrait justement à la réponse immunitaire de bloquer l'accès de la protéine qui est en surface
du virus et l'empêcher donc d'infecter sa cellule. Et bien, lorsque vous avez des mutations, à ce moment-là, vous pourriez justement bloquer la capacité du même anticorps qui reconnaissait l'ancienne version du virus de se lier et ainsi de neutraliser. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi l'antigenic drift. Et ce qu'on sait maintenant, donc, c'est ce qu'on appelle un taux de mutation qui est très important et on le sait maintenant avec le virus du SARS-CoV-2, c'est que c'est une valeur qui est très importante à déterminer pour évaluer justement à quel point un virus mute et se change justement avec le temps et à quel point possiblement notre réponse immunitaire pourrait nous permettre justement de nous défendre pendant des mois ou des années. Alors, ce qui est important de mentionner, donc, ce fameux taux de mutation qui permet au virus, une même espèce virale, un même virus, donc d'évoluer en différentes souches, eh bien, les virus ARN, et en fait, le coronavirus, le SARS-CoV-2, c'est un virus ARN, comme on va voir un peu plus loin, mute beaucoup plus fréquemment que les virus ADN. Donc, c'est un point qui est très important. Mais ce qui est important de savoir par rapport au virus SARS-CoV-2, c'est que contrairement au VIH1 qui mute énormément, on parle d'une mutation en moyenne pour chaque nouvelle particule produite, le virus du SARS-CoV-2 mute beaucoup moins rapidement. Donc, on parle d'un taux de mutation de 25 mutations par année qui a été estimé évidemment avec des graphiques fort complexes. Donc, on voit ici des analyses qui ont été faites et des données épidémiologiques qui nous permettent de savoir justement à quel point le virus semble muter à travers le temps. Et les données, c'est lorsqu'il y a des évaluations, des estimés qui sont faites par ces données, on peut s'apercevoir qu'en effet, le virus du SARS, le virus de la COVID-19 mute quand même de façon pas trop prononcée. C'est sûr qu'il y a des mutations, mais si on le compare, par exemple, au virus influenza saisonnier, il mute 4 fois moins. Une autre chose qui est importante par rapport à la capacité des virus de s'adapter et de changer justement face à la pression qu'exerce la réponse immunitaire lorsqu'on en est infecté, c'est leur capacité parfois de modifier encore plus, de façon beaucoup plus accentuée, leur matériel héréditaire. Et c'est le cas, entre autres, des virus d'influenza qui ont été, on le sait, responsables de plusieurs pandémies importantes à travers le 20e siècle. Et la façon que ça fonctionne, en fait, le principe, c'est que le virus d'influenza, qui est un virus ARN, a un génome, un matériel héréditaire qui est fragmenté. Un peu comme, dans le fond, nous, notre ADN est fragmenté en différents chromosomes. Eh bien, vous pourriez considérer que le génome, le matériel héréditaire du virus d'influenza est aussi segmenté, a des chromosomes. Et ce qui arrive souvent dans les très grandes pandémies, dans les pandémies, c'est que vous avez à ce moment-là un virus qui est créé, un virus d'influenza qui est créé à partir d'un mélange de différentes espèces. Alors, si vous prenez par exemple le cas du virus de la grippe porcine, eh bien, ce qu'on croit, c'est que ça a été un mélange de virus d'influenza qui provenait du poulet, de l'humain ainsi que du porc. Et tous ces différents virus-là ont contribué pour créer le virus qu'on appelle le virus H1N1, influenza H1N1, qui a été responsable de la grippe porcine. Et la façon qu'on croit, qu'on assume que ce partage-là de matériel héréditaire se fait, c'est tout simplement parce que, en effet, le génome du virus d'influenza est segmenté. Et lorsque vous avez une même cellule qui est infectée par les deux virus, les particules virales, les nouveaux virus qui vont être générés auront un mélange un peu des deux différents virus qui ont infecté la cellule et vous allez générer un tout nouveau virus qui aura des propriétés particulières et qui pourra, d'une certaine façon, éventuellement être transmis chez l'humain et éventuellement être transmis d'humain à humain et créer justement des impacts majeurs au niveau de la santé humaine. Et c'est pour ça justement que le virus d'influenza est très complexe, il peut être aussi très dangereux, mais aussi revient d'année en année, non seulement à cause des mutations qu'on voit justement qui se créent dans le génome, mais aussi par le fait qu'il partage qu'il est capable de partager du matériel héréditaire entre différents virus. Alors, ceci était une des premières parties de ma présentation. En fait, le but était de vous parler un peu qu'est-ce qu'un virus, mais une des questions que j'aimerais vous poser, donc c'est une piste de réflexion et en fait, c'est notre premier sondage, c'est que j'aimerais que vous, d'après vous, que vous répondez à cette question. Est-ce qu'on doit considérer à ce moment-là les virus comme étant des entités vivantes? Alors, on vous lance le sondage et on vous invite d'y répondre aussi rapidement que vous pouvez.
Alors, la réponse que vous avez donnée, c'est les résultats, comme on peut les voir, sont moitié-moitié. Et en fait, vous avez tout à fait raison. C'était une question piège parce que d'une certaine façon, bien que la majorité des virologistes et des chercheurs qui étudient les virus indiquent que les virus ne font pas partie du vivant parce qu'en effet, ils ne sont pas capables de se reproduire de façon autonome. En d'autres mots, ils ont toujours besoin d'infecter une cellule pour se reproduire. Certains chercheurs demandent à ce que les virus soient considérés comme étant vivants, donc faire partie du vivant. Et certains même suggèrent en fait que les virus ont été même les premières formes d'êtres vivants qui est apparu sur notre planète et en fait qui sont la base même de ce qu'on considère comme étant le vivant au niveau cellulaire. Alors donc, sur cette question-là, on a vu que les réponses étaient moitié-moitié. En effet, c'était la meilleure distribution qu'on pouvait avoir. Maintenant, on va passer sur les modes de transmission du virus. Donc, la question est de savoir comment les virus se propagent-ils. Et cette question-là est très déterminante justement par rapport au virus de la COVID-19 et les questions reviennent constamment. Alors, un des points qui est important, évidemment, donc si on oublie peut-être la diapositive en ce moment, donc le virus en tant que tel, comme on le sait, peut être transmis d'un individu à un autre. Donc, lorsque vous êtes infecté et vous êtes en contact avec une autre personne, si vous avez une toux productive, en tout cas, et puis c'est un virus qui est transmis par les gouttelettes, il est clair que vous allez pouvoir transmettre le virus. Alors, différents virus ont une différente mode de transmission, on va le voir un peu plus loin. Mais ce qui est important dans l'apparition des nouveaux virus, c'est le concept de transmission zoonotique. En d'autres mots, la transmission d'un virus d'une espèce et à une autre espèce. Donc, on saute la barrière des espèces et le virus ainsi passe d'une espèce et à ce moment-là, se transmet sur une autre espèce pour éventuellement commencer à se propager à cette nouvelle espèce-là. Donc, on sait très bien qu'il y a plusieurs virus qui ont fait ce transfert. Donc, entre autres, on peut parler du virus Ebola et la diapositive vous donne en exemple justement le virus Ebola qui, semble-t-il, provenir de la chauve-souris. Plusieurs virus, d'ailleurs, semblent avoir comme point de départ les chauves-souris qui ont transmis les virus à des espèces intermédiaires ou non et qui éventuellement sont arrivés et nous ont été transmis. Alors, une fois qu'un virus qui provient d'une espèce comme la chauve-souris, une autre espèce, se retrouve justement dans la population humaine, ou du moins est transmis à un individu, à ce moment, si le virus est capable d'infecter d'autres individus de notre population, à ce moment-là, vous allez avoir une certaine transmission et possibilité d'avoir une épidémie et voire même une pandémie. Et c'est cette transmission-là, humain-humain, qui est très importante et qui est un facteur déterminant à savoir à quel point un virus peut être dangereux. Et on vous avez probablement entendu parler de la valeur R0 qui est déterminante et qui, justement, a été estimée pour plusieurs virus. Et c'est cette valeur-là qui vous permet de dire est-ce qu'un virus semble se transmettre très efficacement et à quelle rapidité il semble être transmis d'humain à humain dans la population humaine. Alors ça, c'est d'où vient cette population. Et ce qui est cette valeur-là, pardon. Et ce qui est important aussi, c'est de déterminer justement quels sont les réservoirs ou les vecteurs. Alors, on a eu beaucoup d'exemples avec le virus influenza où que le port a été déterminant. Donc, cette espèce-là est capable d'être infectée par différents types d'influenza, du virus d'influenza, que ce soit des virus aviaires ou des virus humains. Et comme je vous ai dit auparavant, eh bien, lorsque vous avez plus qu'un virus qui infecte une même espèce, particulièrement évidemment pour le virus influenza, vous pouvez avoir un partage des chromosomes, du matériel héréditaire, et par la suite s'ensuit la production ou la génération d'un nouveau virus qui a des propriétés différentes et qui peut être très dommageable au niveau de la santé humaine. Vous avez la chauve-souris, comme j'ai mentionné. Et l'autre point qui est important aussi, c'est que les moustiques peuvent être transporter des virus. Donc, lorsque, par exemple, un moustique pique une espèce qui est infectée ou un animal qui est infecté et par la suite repique un autre individu de la même espèce ou même d'une autre espèce,
eh bien, le sang qui a été recueilli par la moustique lors de la première piqûre peut être contaminé et le simple fait de repiquer un autre individu, eh bien, le virus, à ce moment-là, pourrait être réinjecté chez ce nouvel individu, que ce soit la même espèce ou une autre espèce animale. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir justement l'apparition de certaines maladies, certaines pathologies qui sont associées par le transfert de ce sang contaminé. Et on a plusieurs exemples de ce genre de mécanisme-là de transmission d'un virus d'une espèce d'un individu à un autre dans une population. On a juste à penser à certains virus comme le virus de la dengue, le virus de la fièvre jaune. Ce sont tous des virus qui sont transmis par les moustiques. Alors, le moustique peut en effet être un vecteur très important et à ne pas oublier aussi a été déterminant dans la transmission et l'apparition du virus du Nil occidental dans la population humaine. Alors, une fois évidemment qu'une personne est infectée, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents ports d'entrée pour les virus. Donc, on a évidemment la bouche, les voies respiratoires, le nez, on a les yeux, on a évidemment aussi au niveau du sang, comme j'ai mentionné, versus les moustiques. Vous allez avoir au niveau de l'anus et ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs portes d'entrée qui est possible. Et une fois que le virus est rentré dans son hôte, son but est d'infecter une cellule. Donc, pour être capable de se reproduire, comme j'ai mentionné, le virus doit absolument s'attacher à une cellule, reproduire, répliquer son matériel héréditaire, produire une quantité importante de protéines virales qui vont par la suite lui permettre de produire des progénitures en quantité importante et infecter d'autres cellules de la personne, de l'individu qui est infecté, ou encore même infecter d'autres individus dans la population. Mais ce qui est important et déterminant, comme on le sait, c'est le point d'entrée du virus. Alors, le virus doit non seulement être capable de rentrer dans la cellule, mais doit se lier spécifiquement à un type cellulaire. Et ceci est déterminant justement pour lui permettre d'arriver à se retrouver dans l'environnement cellulaire qui lui est maximal pour optimiser sa réplication, non seulement de son matériel héréditaire, mais évidemment des protéines qui sont nécessaires pour produire de nouvelles particules virales. Et ce qu'on sait, ce qu'on étudie beaucoup aussi au niveau des virus, c'est de reconnaître quelles sont les cellules cibles des virus, ce qu'on appelle le tropisme. En d'autres mots, certains virus vont infecter une population bien particulière de cellules, alors que d'autres virus vont infecter d'autres populations cellulaires. Alors ici, on a un titre d'exemple, le virus Ebola, qui, lui, va infecter, entre autres, des cellules endothéliales et des monocytes spécifiquement, contrairement au virus du VIH, qui, pendant la souche, va infecter des lymphocytes T ou des macrophages. Et encore là, c'est des virus quand même qui ont des propriétés différentes, mais qui aussi, selon ce qu'ils ont, leur spécificité, sont capables de se lier et infecter des cellules bien particulières. Et ce qui est déterminant, en fait, c'est la protéine qui est à la surface de la cellule, qui agit un peu comme ce qu'on appelle un récepteur. Donc, le virus, à sa surface, lui-même a une protéine qui spécifiquement lui permet de se lier à la protéine qui est le récepteur de la cellule et qui va lui permettre non seulement de s'adhérer à la cellule, mais d'être capable par la suite d'entrer dans la cellule et d'activer les premières étapes de sa réplication virale. Alors donc, ceci sont les caractéristiques ou plutôt les éléments clés pour la transmission du virus. Maintenant, qu'est-ce qu'on sait au niveau du virus de la COVID-19? On a entendu beaucoup parler, donc vous avez probablement entendu parler de la protéine Spike, la protéine S, vous avez entendu possiblement du récepteur. Donc ici, ça donne une image un peu de ce qu'on sait très globalement du virus en tant que tel. Plus particulièrement, ce qu'on croit en ce moment, c'est que le virus en effet, sa première transmission a eu lieu dans la ville de Wuhan, en Chine, possiblement dans un marché. Et c'est justement les endroits où que les êtres humains sont souvent en contact avec les espèces animales et puis directement, et donc pourraient être infectés. On a déjà eu des incidences de ce genre de contact-là, en fait, qui a mené justement à des différentes pandémies. Cependant, malgré tout, on ne connaît toujours pas clairement quel est le réservoir animal du virus de la COVID-19, le SARS-CoV-2, mais des recherches plus poussées nous permettront éventuellement de le savoir. L'autre chose qui est importante, comme j'ai mentionné, c'est que la transmission entre les humains, on la voit quand même qu'elle est très active
initialement, la fameuse valeur de R0, qui était la valeur de transmission, se situait entre 2 et 3. Donc, en d'autres mots, pour une personne infectée, on considère que 2 à 3 individus vont être nouvellement infectés. Mais ces valeurs-là, quand même, sont estimées en fonction de données qui ont été obtenues, entre autres, dans des cas bien spécifiques, entre autres à Wuhan. Et on croit en ce moment que ces estimés-là sous-estiment la vraie valeur R0 et on croit plutôt que un individu est probablement responsable d'infecter plus que 2 à 3 personnes. Mais des données additionnelles seront nécessaires pour fixer un peu mieux la valeur R0 qui est spécifique au virus et en d'autres mots, de connaître à quel point ce virus est capable de se propager. Mais ce qu'on sait du moins, c'est comme je l'ai mentionné, donc le virus du SARS-CoV-2 doit absolument se coller à la surface d'une cellule pour se répliquer. Alors, je m'excuse pour la complexité de cette diapositive. On voit les différentes étapes de la réplication du virus. C'est un peu comme ça qu'on le décrit. Mais ce qui est important, c'est que le virus du SARS-CoV-2, par sa protéine S, ici, qui est en noir, se fixe spécifiquement à un récepteur qu'on appelle ACE2, qui lui permet de s'ancrer et donc de fusionner, ou plutôt de rentrer dans la cellule et éventuellement de fusionner pour libérer son matériel héréditaire et initier le cycle réplicatif. Et des études plus récentes maintenant ont démontré que les cellules, en fait, sembleraient être qui sont prédestinées à être infectées, donc les cellules cibles du virus SARS-CoV-2 seraient les cellules des fosses nasales, donc des cellules qu'on appelle les cellules gobelets sécrétoires qui sont situées dans les fosses nasales. Donc, mais vous auriez aussi les cellules des pneumocytes, des cellules du poumon, donc des cellules pneumocytes de type 2, et finalement des entérocytes même, des cellules intestinales qui tapissent l'intestin, qui sembleraient aussi des cibles favorables pour une forte réplication du virus, ou du moins pour son entrée. Alors, il y a quand même beaucoup d'études qui sont nécessaires pour vérifier un peu quelles sont les cellules qui sont sujettes à être infectées par le virus, mais sachez que les études actuelles il y a beaucoup d'équipes de recherche qui travaillent pour déterminer quelles sont les cellules cibles, mais aussi à savoir quelles sont les cellules qui vont le mieux répliquer le virus. Alors ici, j'arrive sur ma deuxième question, qui est une question de réflexion, qui est plutôt pour un sondage. Donc, d'après les évidences actuelles, le virus de la COVID-19 pourrait infecter les êtres humains, B, les chauves-souris, C, les pangolins, D, les félins, E, toutes ces réponses. Alors, vous pouvez débuter le sondage et répondre à la question. Donc, le sondage, en fait, nous indique que près de 80% de vous considèrent que la bonne réponse est toutes ces réponses et vous avez tout à fait raison. En effet, donc il est évident que les êtres humains, non seulement pourraient être infectés, mais sont infectés par le virus de la COVID-19. Les questions demeurent à savoir quel est le réservoir, donc d'où provient le virus. Et les chauves-souris semblent être quand même une bonne réponse, mais à savoir si les chauves-souris ont directement infecté le premier individu, le cas 0, si on pourrait essayer, ça aurait déterminé. Certaines personnes ont mentionné que les pangolins, qui est une certaine espèce de mammifères, pourrait aussi être un intermédiaire ou évidemment qui aurait mené à l'infection du premier individu, de la première personne de la population humaine. Mais sachez quand même, si vous n'avez pas vous n'avez pas été mis au courant, que les félins aussi, il y a certains chats domestiques et même certains tigres de zoo qui ont été démontrés comme étant infectés par le virus de la COVID-19, bien que les symptômes semblent aucunement aussi sévères dans les cas sévères de la COVID-19 chez lui. Mais la bonne réponse était toute cette réponse. Alors, donc, il est évident que dans toutes les études qu'on fait, donc la recherche et au niveau de différents niveaux, on étudie principalement les virus qui ont un impact majeur sur la santé humaine. Et comme je l'ai mentionné, il y a une multitude d'autres virus qui circulent sur notre planète et pour lesquels on est soit non conscient ou qui ont altèrent aucunement notre santé. Mais ce qui est important, c'est de savoir qu'à travers plusieurs années, on a créé des organismes de surveillance qui nous permettent justement, d'une part,
de s'assurer qu'il n'y a pas émergence d'un nouveau virus qui est à la base d'une prochaine pandémie. Et d'ailleurs, ça fait plusieurs années que ça soit Hollywood qui nous l'a montré, ou même évidemment les chercheurs, certains chercheurs très actifs dans l'étude justement de virus émergents, qui nous disaient qu'il y aurait sûrement de nouvelles pandémies. Et justement, aujourd'hui, devant la crise actuelle, nous vivons cette pandémie. Alors, ce n'était quand même aucunement surprenant, c'était inévitable. Mais il existe évidemment des mécanismes ou des façons de faire que l'humain, des gestes que l'humain pose qui fait en sorte qu'on est beaucoup plus sujet à cette pandémie. Alors, en d'autres mots, comme à titre d'exemple, vous avez ce qu'on appelle les bidonvilles, donc des endroits où que des villes qui sont beaucoup plus pauvres, des régions de villes qui sont où que vraiment le niveau d'hygiène est beaucoup moindre, et aussi que vous avez des régions où que il y a certaines eaux stagnantes, donc qui ne semblent pas, qui sont très propices à l'apparition de certains moustiques qui vont justement être, entre autres, porteurs de virus ou de nouveaux virus. Vous avez évidemment le processus de réchauffement climatique qui fait en sorte qu'en effet, il pourrait y avoir de nouveaux virus qui apparaissent, mais aussi, étant donné que certains moustiques, justement, dépendent d'une température pour être capables de se répliquer et d'exister dans certaines parties du globe, eh bien, si vous avez des endroits qui se réchauffent, ces moustiques-là, en effet, vont migrer vers ces endroits-là et vous allez avoir à ce moment-là l'apparition de nouveaux virus qui est anciennement uniquement réservé dans les régions plus chaudes de la planète. Et finalement, vous avez la possibilité, si vous augmentez les contacts directs entre les animaux et les humains, à ce moment-là, vous avez beaucoup plus de possibilités d'avoir un transfert, une transmission d'un nouveau virus, que ce soit par, comme on a vu justement, tout ce qui est marché alimentaire, plus particulièrement en Chine, mais aussi tout ce qui se fait au niveau de la déforestation. À ce moment-là, on accentue ces contacts-là et on peut éventuellement avoir la transmission d'un virus et une transmission zoonotique qui ferait en sorte qu'on a un nouveau virus qui infecte l'humain. Et donc, vous avez des organismes de surveillance qui sont très importants. Vous avez entendu parler du Center for Disease Control and Prevention aux États-Unis, mais au Canada et au Québec, on a le LSPQ, le Laboratoire de santé publique du Québec, et l'Agence de santé publique du Canada, qui sont très importants justement pour nous, pour s'assurer justement qu'on soit mis au courant de ces nouvelles apparitions, de ces nouvelles arrivées possibles de virus émergents. Et vous avez évidemment l'Organisme mondial de la santé qui, elle, justement, émet les recommandations, aussi donne des indices à savoir si un virus ou un foyer d'infection semble éventuellement peu à peu se transférer ou plutôt se transformer en pandémie. Et c'est justement selon différentes phases que l'OMS peut finalement déclarer si oui ou non on est devant une pandémie. Donc, comme vous savez, la pandémie a été déclarée il n'y a pas très longtemps par l'OMS, mais il y a eu certaines étapes qui ont dû être franchies par le virus de la COVID-19 pour qu'éventuellement l'OMS puisse en effet dire qu'il y avait pandémie. Et ça dépend évidemment, comme vous pouvez voir dans la diapositive, s'il y a évidemment transmission, mais évidemment, initialement, une transmission de l'animal à l'homme, mais est-ce qu'à ce moment, par la suite, vous voyez certains foyers de cas d'infection qui arrivent, et par la suite, est-ce que ces transmissions-là sont plus importantes dans certaines communautés pour finalement être vraiment prendre une importance plus grande dans certains pays, jusqu'à temps que vous avez un nombre suffisamment de pays qui démontrent plusieurs cas d'infection et donc une certaine une stabilité, une propagation durable du virus à travers la planète. Et à ce moment-là, vous êtes vraiment dans la situation d'une pandémie, celle qu'on vit en ce moment. Alors, je vais passer maintenant sur les différentes les différents mécanismes, ou plutôt les différents processus, les différents outils qu'on utilise pour étudier les virus et pour les détecter. Donc, une fois que vous avez en effet, comme on a vu avec la pandémie actuelle, donc une fois qu'on a identifié un virus, comment on l'étudie, comment on le détecte, ce qui est très important justement pour s'assurer qu'on soit capable d'une certaine façon éventuellement d'arriver à un traitement, mais aussi de suivre sa propagation. Alors, il est sûr, il est certain, comme vous le savez, que les virus, selon leur taille, on ne peut pas tout simplement les voir à l'œil nu et sûrement pas avec un petit microscope, justement, qui nous permet une résolution très faible. On a besoin
Premièrement, pour l'observer d'un microscope électronique. Alors, il existe différents microscopes électroniques, mais ça nous permet un tel outil qui est assez dispendieux pour voir des virus qui sont vraiment de petite taille. Pour le détecter, eh bien, en laboratoire, des équipes de recherche qui travaillent avec les virus, il y a différentes techniques qui existent qui nous permettent de détecter et de quantifier aussi la quantité de protéines virales, quantité de virus qui est présent dans un échantillon. Donc, on appelle les plaque-forming assays, qui est relié justement à un effet cytopathique du virus, donc un effet, on pourrait dire, délétère sur les cellules une fois que le virus réplique dans une cellule. On a des différentes approches qui nous permettent de détecter les protéines virales. Et encore là, ça nous permet de quantifier le virus. Mais ce qui est important, c'est dans le contexte de la population, c'est de vérifier le nombre de personnes qui est infectées et le nombre de personnes qui est aussi porteur du virus. Donc, une des techniques qui a été fréquemment utilisée, c'est le test sérologique. Donc, on détecte les anticorps qui sont spécifiques au virus. En d'autres mots, lorsqu'une personne, comme je mentionnais au début de ma présentation, est infectée par un virus, elle va générer une réponse immunitaire qui va, entre autres, lui permettre de produire des anticorps qui vont être spécifiques à ce virus. Avec ces tests sérologiques, là, on peut justement établir d'une certaine façon si, en effet, la personne a été en contact et elle a généré des anticorps. Donc, ça peut être fait pendant des semaines, des mois, voire des années après infection, même si le virus n'est plus présent chez l'individu. Alors que la détection actuelle qu'on utilise justement qui vise à détecter ceux qui ont été infectés par dépistage se fait au niveau du matériel héréditaire. Et la technique s'appelle PCR et ça nous permet donc avec ce qu'on appelle des sondes de détecter spécifiquement la présence d'un virus et plus particulièrement par la détection de son matériel héréditaire. Alors évidemment, le virus SARS-CoV-2 est un virus ARN. Alors, on utilise justement le PCR pour détecter spécifiquement cet ARN-là et de pouvoir dire finalement, et avec des échantillons qu'on prend de la bouche, donc dire si la personne a été en effet, du moins en contact et probablement infectée par le virus. Alors, en ce moment, il existe différents pays qui ont différentes approches pour détecter le virus et le test se fait par ce qu'on appelle le RT-PCR qui nous permet donc d'amplifier en grande quantité le matériel héréditaire qui serait présent dans un échantillon d'une personne potentiellement infectée et en fait, les cibles du matériel génétique sont différentes. Donc, il y a, évidemment, le virus contient dans son matériel héréditaire différents gènes qui produisent les protéines nécessaires à sa réplication. Différents pays ont opté pour différentes parties du matériel héréditaire afin justement de spécifiquement identifier la présence du matériel héréditaire et donc de pouvoir déterminer si une personne a été infectée ou non. Autre chose qui est important, c'est que lorsque vous travaillez avec les virus, vous devez avoir un milieu, un environnement laboratoire qui est sécuritaire. Donc, certains virus peuvent être travaillés dans ce qu'on appelle un niveau de confinement 2, qui est quand même un niveau de confinement qui a certaines mesures qui préventives, des mesures justement de sécurité, mais qui sont aucunement aussi comparables à ceux qui nécessitent un niveau de confinement 4. Donc, c'est des laboratoires de très haut niveau de confinement où que les personnes sont habillées et complètement isolées du reste de l'environnement du laboratoire. Et vous avez d'autres mesures donc, qui sont utilisées pour s'assurer que la personne qui travaille dans le laboratoire est en sécurité. Alors, il y en a un seul au Canada, il est à Winnipeg. Et certains pensaient qu'on pouvait en avoir un à Montréal. En tout cas, il y a eu certaines discussions, mais finalement, le seul au Canada est toujours à Winnipeg. Ce qui est important de savoir, c'est que pour ce qui est du virus de la COVID-19, celui-ci requiert un niveau de confinement 3. Donc, il est un intermédiaire entre le niveau de confinement 2 et le niveau de confinement 4. Il y a plusieurs laboratoires, en effet, tant à Montréal et à Québec, qui ont ce type de niveau de confinement, mais il faut absolument que ces laboratoires-là obtiennent l'autorisation par l'Agence de santé publique du Canada pour pouvoir travailler avec le virus de la COVID-19. Mais sachez que plusieurs laboratoires sont déjà sont prêts à travailler avec le virus de la COVID-19 et justement travaillent à ce niveau. Alors, j'arrive finalement sur une autre question de sondage, la question numéro 3. Donc, comme vous pouvez voir, le virus de la COVID-19, comme je vous ai mentionné, est transmis
comme vous le savez, par les microgouttelettes. Mais la question, est-ce que le virus de la COVID-19 peut être transmis par les moustiques? Et ça, c'est une question qui revient souvent et j'aimerais avoir votre point de vue à ce niveau-là. Bon, alors donc, il y a 57% des réponses qui disent que non et le reste est partagé entre je ne sais pas ou oui. Et en effet, la réponse est que le virus ne peut pas être transmis par les moustiques. Donc, je revois là, donc il y avait 19% des réponses qui étaient oui et 24% qui écrivaient ne sait pas. Alors, comme je l'ai dit, la bonne réponse est en effet, en tout cas, du moins ce qu'on peut, ce qu'on comprend, de ce qu'on sait aussi, par exemple, du virus du SRAS, donc qui est un virus qui est très semblable au virus de la COVID-19. Ces virus-là ne peuvent pas être transmis par les moustiques parce qu'ils ne sont probablement pas en forte concentration. La teneur en virus n'est pas assez élevée dans le sang pour qu'un moustique puisse transférer du sang contaminé chez un nouveau individu non infecté et que cette personne-là devienne infectée, d'autant plus que les cellules cibles ne se retrouvent pas à proximité justement du site d'injection. Alors, c'est pour cette raison qu'on ne croit pas que le virus la COVID-19 est transmis par les moustiques. Maintenant, je vais terminer la dernière partie de ma présentation sur tout ce qui est prévention, mais également traitement et antiviral et vaccins. Donc, ce sont évidemment des mesures qu'on veut mettre de l'avant pour tout type d'infection virale et qui existent, qui ont déjà démontré justement une efficacité et qui sont nos objectifs en ce moment pour le virus de la COVID-19. Mais avant tout, évidemment, la prévention est très importante. Alors, les simples gestes, et ça, c'est évident que vous en avez entendu parler constamment. En fait, ça fait des années qu'on en parle et on oublie constamment, en fait, que ces gestes devraient être maintenus autant que possible. Donc, que ça soit tousser, éternuer dans le creux de notre coude ou encore de notre bras, pardon, ou encore avec un mouchoir, et être sûr justement d'éliminer tout ce qui est papier mouchoir une fois utilisé. Et très important, donc, laver nos mains. Donc, laver nos mains pas pendant seulement 5 ou 3 ou 4 secondes, mais pendant une vingtaine de secondes pour s'assurer que tous les petits plis et les crevasses de nos mains soient bien nettoyés. Et ici, on voit justement, on se rappelle un peu à quel point, lorsque vous éternuez, la quantité de micro-gouttelettes et de gouttelettes de différentes formes sont émises et qui sont d'ailleurs justement, qui transportent ce virus. Et le virus de la COVID-19, comme vous le savez, est transmis par les microgouttelettes. Alors, c'est important d'appliquer ces mesures. Il y a d'autres mesures, cependant, qui sont appliquées dépendant de auquel virus qui est concerné. Donc, il est évident que lorsque vous prenez différents désinfectants, eh bien, habituellement, ces désinfectants sont assez efficaces pour la majorité des virus et c'est ce qu'on fait en ce moment. Donc, plus particulièrement, si vous utilisez des solutions pour vous décontaminer les mains ou des surfaces, donc d'avoir un certain pourcentage d'alcool vous permettra d'assez efficacement d'inactiver les surfaces qui pourraient être contaminées. Mais aussi, il y a eu des campagnes justement qui ont visé à éliminer les zones d'eau stagnante pour éviter justement qu'il y ait des populations de moustiques qui s'y logent et qui se reproduisent et qui pourraient être porteurs et vecteurs de virus. Alors ça, évidemment, c'est des mesures qui sont utilisées qui permettent justement de limiter la transmission des virus. Évidemment, il ne faut pas oublier la vaccination, qui est, comme je mentionne, un processus d'immunisation collective, mais contrôlé. Alors, en ce moment, le gouvernement du premier ministre Legault nous parle beaucoup d'immunisation collective naturelle qui pourrait se faire justement lorsqu'on relâche les conditions ou plutôt les mesures actuelles. Mais quand même, si on est sujet, on espère pouvoir le contrôler, mais c'est sujet justement à des soubresauts du nombre de cas d'infection et c'est très difficile à contrôler. La vaccination demeure un processus d'immunisation qui est contrôlé puisqu'on a en effet un vaccin efficace qu'on peut administrer à une bonne partie de la population qui peut recevoir le vaccin et qui peut efficacement donc développer une immunité. Alors évidemment, les vaccins ont fait preuve d'efficacité dans plusieurs cas, que ce soit le poliovirus, le virus de la variole,
le virus d'hépatite B, il y a un très bon vaccin à ce niveau-là, une quantité, même le virus d'influenza dans certains, qui revient à chaque année, bien sûr, mais n'empêche que les vaccins qui ont varié en efficacité ont quand même, dans souvent plusieurs des cas, montré une certaine efficacité. Au niveau du virus de la COVID-19, eh bien, comme vous le savez, vous l'avez vu dans les nouvelles, il y a une multitude d'approches qui sont utilisées. On est encore loin vraiment d'avoir un vaccin qui est dit efficace, qui démontre justement des efficacités reproductives. Mais ce qui est intéressant, c'est que les différentes recherches à travers le monde utilisent différentes méthodes, différents processus pour éventuellement arriver avec un vaccin qui serait efficace, que ça soit administré par des vecteurs viraux des vaccins ou encore, un vecteur, en fait, ça vous permet d'introduire un gène qui pourrait produire votre protéine chez l'autre et éventuellement développer une immunité face à la protéine. D'autres vont injecter de l'ARN, l'acide nucléique, donc qui va permettre directement de produire la protéine dans le même but justement de développer une réponse immunitaire face à cette protéine. On parle de protéines purifiées, de virus atténués. Alors, il y a différentes approches qui sont utilisées qui nous permettra de voir dans les prochains mois et voir peut-être la prochaine année si en effet une de ces approches-là nous donnera naissance à un vaccin qui va être efficace. Et évidemment, ce qui est important dans ces vaccins-là, tout comme aussi l'immunité naturelle, donc on en parle beaucoup lorsque les personnes sont infectées par le virus de la COVID-19, ils devraient, on espère, développer des anticorps d'une part pour éliminer le virus et aussi les cellules infectées, mais surtout produire des anticorps dits neutralisants. Alors, des anticorps qui permettraient donc, entre autres, comme on voit dans ce schéma-ci, contrairement à lorsque le virus est libre via ses protéines S de surface liées directement au récepteur de la cellule qui va être ciblée et infectée, eh bien, on espère que ces anticorps-là vont pouvoir bloquer l'accès en liant directement la protéine de surface du virus et empêcher le virus d'avoir accès à ces récepteurs. Il y a d'autres processus, justement, qui peuvent être engendrés par l'utilisation d'anticorps, mais pour ce qui est du vaccin et au niveau de tout ce qui est immunité naturelle, c'est vraiment ces anticorps-là qui seraient neutralisants, qui seraient vraiment importants. Rapidement, le temps file, je m'excuse, disons que si je prends plus de temps, mais juste pour vous mentionner que les vaccins ont évidemment certaines limitations. Je vous ai mentionné justement que le virus d'influenza mute beaucoup. Donc, un vaccin qui a fonctionné l'année dernière ne fonctionnera pas nécessairement étant donné que en surface du virus, le virus ayant muté aura probablement une différente disposition, une différente lecture de la réponse immunitaire. Donc, les anticorps ne pourront pas se lier. Il y a aussi un phénomène qu'on appelle le antibody dependent enhancement qui existe pour certains virus, qui fait en sorte que certains vaccins pourraient empirer vraiment la capacité d'une personne à être non seulement résistante face au virus, mais pourrait même aggraver la situation. Donc, encore là, c'est des limitations, mais qu'on ne croit pas être concerné le virus de la COVID-19. Alors maintenant, rapidement, juste pour parler, évidemment qu'il y a des antiviraux qui existent, qui ont été démontrés des efficacités quand même assez importantes avec différents virus. On parle de la même chose pour le virus SARS-CoV-2. La chloroquine a grandement a été beaucoup de publicité autour de la chloroquine. On ne sait toujours pas si elle démontrera une efficacité. On a d'autres molécules qui ont été utilisées pour le VIH, on voudrait utiliser aussi pour bloquer justement la réplication du virus. Donc, ce qu'on veut, c'est des molécules qui vont agir à différentes étapes, différentes phases du cycle réplicatif du virus. Alors, c'est pour cette raison qu'on essaie différentes molécules. Le remdesivir est un autre qui semblerait avoir été très prometteur. Et autre traitement, un des derniers traitements qui a aussi fait les manchettes récemment, c'est ce qu'on appelle le transfert du plasma de patients convalescents. Donc, on espère pouvoir utiliser des anticorps qui sont générés chez une personne qui a été infectée et qui est rétablie et qui a en effet qui démontre une capacité neutralisante face à l'infection du virus, la capacité infectieuse du virus, et d'utiliser ce même plasma-là et l'injecter chez les personnes qui démontrent des complications sévères
suite à l'infection du virus de la COVID-19. Alors, il y a des études qui semblent suggérer que c'est non seulement bien toléré, mais ça a une efficacité. Alors, là aussi, c'est quand même assez prometteur. Alors, je vais finir ma présentation sur ce que j'aimerais euh, euh, indiquer comme étant une note plus positive. Je vous ai parlé beaucoup des virus dans leur ensemble. J'ai mentionné dès le départ qu'en effet, il y a des virus que, malgré qu'on étudie et on met beaucoup l'accent sur les virus qui sont très pathogéniques envers l'humain, donc qui sont associés à des maladies qui sont très sévères. Il y a une multitude d'autres virus qui sont à travers la planète, qui circulent et qui pour autant n'ont aucun impact au niveau de notre santé. Mais en plus, j'oserais vous dire que certains virus ont même un côté positif. Alors, je vous ai rapidement mentionné au début, très rapidement, qu'il existe ce qu'on appelle des rétrovirus endogènes. En fait, dans votre ADN, dans votre matériel héréditaire, 8% de votre ADN provient de rétrovirus. Les rétrovirus, dans le fond, c'est les mêmes familles de virus que le VIH. Mais ce qui est important à mentionner, c'est que ces virus-là font partie de notre ADN et la raison pourquoi que ces virus sont présents et qu'on les a gardés, conservés, une des raisons, c'est qu'ils nous aident justement à notre cycle de reproduction et en fait, produisent des protéines qui sont essentielles au développement du placenta. Et on croit que ces virus-là, ces séquences-là, ces ADN-là qui proviennent de rétrovirus auraient d'autres fonctions qu'on est en train d'étudier. On utilise aussi beaucoup les virus en ce moment pour la virothérapie. Donc, il existe des virus qui nous permettent, entre autres, de cibler les cellules cancéreuses et de les éliminer. Et on espère qu'en utilisant ces virus-là qui endommagent aucunement les cellules saines, mais qui ciblent les cellules cancéreuses, on pourrait éventuellement les utiliser pour traiter les patients atteints de cancer très sévère. On les utilise aussi pour transporter des gènes, donc que ce soit pour des buts vaccinaux, à un but vaccinal ou encore pour éventuellement, on espère, traiter des personnes qui souffrent de maladies génétiques très sévères. Alors, on les utilise justement pour transférer ces gènes-là. Deux autres points qui sont importants, c'est qu'il faut aussi savoir que les virus en tant que tels au niveau de l'évolution, ça fait plusieurs années, des milliards d'années qu'ils sont avec nous. Ils ont été responsables, entre autres, de l'évolution, ont contribué à l'évolution parce qu'ils permettent justement, entre autres, le transfert de gènes en différentes espèces. Et même pour vous qui espérez pouvoir bénéficier justement des lacs cet été, bien que ça sera déterminé, on est toujours aux prises des cyanobactéries. Il semblerait aussi qu'une fois de plus, ces fameuses bactéries-là soit lorsqu'elles disparaissent, en fait, les virus sont responsables, les virus de bactéries qu'on appelle des phages, sont responsables justement de leur régulation et joueraient un rôle essentiel justement à réguler leur population. Alors, comme vous pouvez voir, donc, il y a des côtés positifs au virus. Il existe aussi des côtés négatifs. On est affecté par les virus et en ce moment, aujourd'hui même, on vit une crise quand même sans précédent, en tout cas pour le 21e siècle. On espère mieux apprendre sur ce virus. On doit faire encore plus d'études de recherche pour savoir un peu quels sont ces mécanismes de réplication, mais comment ils se propagent. Et c'est en prenant tous ces efforts-là qu'éventuellement, on espère arriver à un traitement ou un vaccin qui va être efficace et qui va nous permettre de contrôler ce virus et de faire en sorte qu'on n'aura plus nécessairement le même genre d'infection ou de propagation qu'on vit en ce moment, une propagation virale qu'on vit en ce moment à travers l'échelle de la planète. Alors, ceci conclut ma présentation et je vous remercie d'avoir été tous présents et il me fera plaisir de répondre à vos questions par clapartage. Bon, on va passer à la période de questions. Il y a déjà pas mal de questions qui sont arrivées sur le chat. Et il y a aussi des questions qui sont arrivées par ceux qui nous suivent sur YouTube. Déjà, une première précision. Quelques personnes ont demandé si c'était enregistré. Oui, l'activité que nous sommes en train de vivre est enregistrée et l'enregistrement sera disponible sur notre site. Sur le site YouTube du Cœur des Sciences. Première question, Benoît, il y a quelqu'un qui pose une question. Est-ce que la perte de biodiversité que l'on vit sur la planète favorise une recrudescence des zoonoses et aussi une prolifération des virus? J'aurais tendance à dire qu'au contraire. Donc,
le fait qu'on a moins de biodiversité va faire en sorte qu'on a moins de virus qui vont être présents à travers la planète. Parce qu'en effet, plus que vous avez de biodiversité, plus que vous allez avoir de virodiversité. Donc, chaque virus a quand même une certaine spécificité envers des espèces, donc qui sont plus spécifiques à infecter certaines espèces que d'autres. Alors, en effet, de réduire le nombre d'espèces vivantes va avoir probablement un impact négatif sur le nombre de différents types de virus qui peuvent circuler à travers la planète. Il y a une autre question assez fondamentale. En fait, vous avez dit que les virus, c'était un peu les premiers êtres vivants. Mais comment ont-ils pu être les premiers êtres vivants puisqu'ils ont besoin de quelqu'un d'autre de vivant pour se répliquer? C'est une très bonne question, oui. En fait, le problème, ben pas le problème, c'est qu'il semblerait, ce qu'on croit, c'est que les virus initiaux auraient probablement été capables d'être autonomes au tout début. Et que ces versions de virus-là autonomes auraient par la suite mené à la création de la cellule telle qu'on la connaît, qui est responsable justement de tout ce qui est, tous les différents embranchements qui existent. Mais les virus auraient été créés par la suite par un retour en arrière de ces virus intermédiaires et qui aurait à ce moment-là nécessité la présence de cellules pour se répliquer. Alors, il y aurait eu différentes étapes. Mais ce qui est important de savoir, c'est que je vous ai parlé au tout début de ce qu'on appelle les virus géants. En fait, c'est des virus qui sont de très grosse taille, mais qui ont un bagage génétique énorme par rapport aux virus qu'on connaît. Et ces virus-là ont des gènes qui codent pour des protéines impliquées dans le métabolisme, dans l'expression de gènes. En fait, des gènes qu'on ne s'attendait aucunement trouver chez les virus, qui démontrent justement à quel point que ces virus-là sont de plus en plus proches de ce qu'on pourrait qualifier comme étant le vivant. Mais n'empêche que ces virus nécessitent quand même une cellule pour se répliquer, alors ils ne sont pas autonomes. Et c'est pour cette raison-là, donc encore là, que de la possibilité que ces virus-là auraient pu être vivants initialement jusqu'à un certain point pourrait justement être reflété par l'existence de ces virus. Mais qui a été comme un peu plus autonome avant pour revenir à une version non autonome, c'est l'idée ou l'hypothèse qui est avancée par les chercheurs qui clament haut et fort que les virus devraient être, pourraient être justement la base du vivant. On a beaucoup de questions, alors on va essayer d'en passer très rapidement quelques-unes. Oui. Une question qu'on entend tout le temps d'ailleurs dans les médias, c'est quoi la charge virale? Est-ce que les enfants ont une charge virale plus faible que les adultes? Si vous pourriez juste rapidement préciser ça. Ben, ça dépend évidemment de quoi on parle. Je dirais, si Pour la on parle COVID, la COVID. oui, exactement. Le virus de la COVID-19, c'est une très bonne question. En fait, ce qui sous-tend le fait que la charge virale, c'est donc la quantité de virus que vous allez retrouver dans un échantillon en fonction d'un volume donné. Donc, si on parle d'un millilitre, qui peut être un volume, ben, vous auriez tant de particules virales qui est détecté par une quantité fixe de volume. Maintenant, la question est bonne parce que elle est très importante. Elle est bonne, mais aussi très importante. En fait, les enfants sont infectés, mais semblent développer des symptômes beaucoup moins élevés. Et donc, on peut considérer que le fait qu'ils ont moins de symptômes sévères, c'est qu'en effet, le virus semblerait se répliquer moins activement. Mais ce qui n'est pas clair dans cette affirmation-là, ou ce qui ne nous permet pas absolument de conclure que c'est le cas, c'est qu'il y a des évidences qui démontrent justement qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques, qui sont contagieux. En effet, même les idées qui circulent en ce moment, c'est que en effet, le virus pourrait se retrouver en quantité suffisante pour être transmis à une personne non infectée chez un individu qui ne montre aucun symptôme, un peu comme les enfants. Et c'est pour cette raison qu'on ne peut pas affirmer pour autant avec assurance que le virus a une charge virale moindre chez les enfants. En fait, il y a une étude qui a démontré que
lors de l'apparition de symptômes très sévères, la charge virale est moindre que lorsque cette même personne-là était présymptomatique, donc n'avait toujours pas des symptômes, mais qui allait éventuellement développer des symptômes ou au tout début de l'apparition des symptômes. Alors, donc, ce n'est Parfait. pas clair encore Mm. si, en effet, leur charge virale est si faible. Il y a beaucoup de questions. On va essayer d'avoir des réponses le plus courtes possible, Oui, Benoît, OK, parce que d'accord, oui. j'ai une liste, je pourrais. OK. Les gens participent, c'est très bien d'ailleurs, merci beaucoup. Une petite question. Le SRAS, pourquoi qui a eu lieu en 2002, 2004, pourquoi ça a été moins grave que la COVID-19? Qu'est-ce qui s'est passé avec ce virus pour que finalement il disparaisse tranquillement? Ben, en effet, il aurait apparu 3 fois, je pense, une fois que la crise était finie. Il y a 2 fois parce que c'était une contamination d'un labo, puis une autre fois, la raison d'être n'est pas très connue. Et donc, c'est un virus qui a vraiment est arrivé soudainement dans la population. La raison est probablement qu'on a été efficace. C'est un virus qui, quand même, n'était probablement pas très transmissible chez les gens qui étaient présymptomatiques. Donc, les personnes développaient des symptômes très rapidement. On était capable de les identifier, de les isoler. Et à ce moment-là, on a été capable, justement, en contrôlant la dissémination du virus, en mettant en quarantaine les personnes infectées, mais les personnes qui étaient dans son entourage, de contrôler efficacement. Le problème avec le virus de la COVID-19, c'est encore là, comme j'ai mentionné, toutes les personnes qui sont probablement contagieuses, qui sont présymptomatiques et asymptomatiques. Et là, c'est là le cœur du problème. Et une autre question intéressante, quelle est la cible du test RT-PRC que le Québec compte utiliser? Est-ce qu'il y a beaucoup de faux négatifs? Les cibles, vous avez parlé de celles des autres pays, mais pour le Québec? Oui. Malheureusement, c'est une très bonne question et là, j'ai l'air justement je ne sais pas en effet. J'ai tenté de regarder quelle était en effet l'information au niveau du LSP. C'est le Laboratoire de santé publique du Québec qui fait tous les tests de dépistage et je n'ai pas trouvé l'information, bien que j'aurais pu chercher un peu plus. Mais clairement, c'est un des gènes, évidemment, du virus et on essaie toujours quand même de trouver une région qui est la moins variable possible si vraiment il y a une variation. Mais comme je vous ai mentionné, le virus ne semble pas muter excessivement. Il peut avoir des faux négatifs, étant donné que ça prend une certaine charge virale pour être capable, à partir d'un échantillon buccal, de détecter le virus. Les pourcentages, je crois, sont varient. J'ai entendu 15%, peut-être moins. Mais je crois qu'en effet, l'efficacité du test quand même demeure assez élevée. Mais encore là, je ne m'avancerai pas trop pour savoir exactement le pourcentage précis du test de dépistage au LSPQ. Mais comme je vous dis, si vous êtes infecté, mais pendant des jours avant l'apparition des symptômes, ça se peut que vous soyez un faux négatif parce qu'en effet, la concentration de la teneur en virus dans les échantillons qui ont été prélevés était trop faible. Une autre question rapide. On a beaucoup entendu d'ailleurs dans les médias l'histoire des laboratoires à Wuhan qui peut-être on aurait créé. Est-ce qu'on peut créer un virus en laboratoire? On pourrait Un nouveau virus? On pourrait en effet créer un virus. On est capable de changer certaines parties. Créer un nouveau virus, ça devient un peu plus compliqué. Je crois qu'on n'a pas cette technologie-là. On les modifie basé sur ce qui existe déjà. Mais en ce moment, d'après les analyses de séquences, donc lorsqu'on analyse le matériel héréditaire, les évidences ne sont pas là. On n'a aucunement, on n'a aucune hypothèse qui suggère qu'un laboratoire comme le laboratoire de niveau confinement 4 qui est à Wuhan aurait pu créer un nouveau virus. Une autre question qui touche les anticorps, est-ce qu'on les garde toute sa vie? C'est-à-dire une fois qu'on a eu un vaccin ou qu'on a eu... combien de temps on garde l'anticorps? En fait, ça varie beaucoup dépendamment quel virus ou quel vaccin qu'on utilise. Parfois, comme dans le cas du virus de la COVID-19, la question se pose toujours. Ça peut être, on a une série de cellules qui sont productrices pendant un certain temps de ces anticorps-là, pendant des mois et quelques années. Mais éventuellement, ces cellules-là ne produisent, bon, ils disparaissent et donc notre taux d'anticorps diminue au fur et à mesure. Et ça varie beaucoup dépendamment du vaccin et du type de virus qui nous a infectés. Cependant, éventuellement, il y a, on espère, une immunité, une mémoire qui s'installe. Donc, des cellules mémoire qui proviennent
lymphocytes B qui produisent des anticorps efficaces qui peuvent, eux, rester pendant plusieurs décennies. Alors oui, c'est possible, mais ça dépend des virus et des vaccins. Et en ce moment, pour le virus de la COVID-19, c'est un élément très clair. On parle surtout en ce moment d'anticorps neutralisants qui resteraient dans le corps de la personne infectée pendant des mois et des années et qui pourraient l'empêcher d'être infecté par le même virus une deuxième fois. Une autre question amusante, est-ce qu'on pourrait imaginer une compétition entre des virus sains et des virus pathogènes, c'est-à-dire même à l'intérieur du corps, des virus qui iraient détruire le méchant virus? En fait, les virus, premièrement, pour compétitionner, il faudrait que les virus soient capables d'entrer dans la même cellule. Et reste à savoir un peu comment ils pourraient compétitionner. C'est un petit peu compliqué à voir un peu comment ça pourrait se faire. Ça serait... il existe la compétition pour les virus. Donc, il y a des virus, justement, comme le VIH, un virus quand même qui a une multitude de différentes souches ou de variabilités qui existent chez un humain. Et puis, il y a certains virus qui sont plus efficaces, justement, infectés que d'autres. D'utiliser justement un virus qui pourrait venir à vous d'un virus comme la COVID-19 pour le compétitionner, ça serait un peu difficile à voir un peu comment on pourrait le faire. Ça. Une autre question sur justement la transmission par les zoonoses d'animaux à animaux. Est-ce que ça se fait aussi pour la COVID-19 par gouttelette ou est-ce que le mode de transmission change selon l'espèce? Ça serait par gouttelette, en effet, oui. Par gouttelette, donc c'est la même. Fort probablement, oui. Et est-ce que pourquoi le risque avec la gouttelette COVID-19 ou des particules, donc des particules. il y a des gouttelettes. Il faut absolument, la personne qui a été infectée par une forme liquide, justement, de gouttelettes qui provenait de l'animal et qui l'a infecté, qu'elle a touché éventuellement, qui s'est retrouvée, qui est rentrée par les voies respiratoires. Là, je vais mélanger deux questions dont on a quand même pas. Pourquoi pour la COVID-19, le risque croît avec l'âge? Et est-ce que, par exemple, quelqu'un qui a 67 ans, j'ai cette question, qui est très en forme physiquement, devrait se sentir aussi à risque parce qu'elle a 67 ans que quelqu'un de 50 ans? Ou pourquoi serait plus à risque? La raison pourquoi que les personnes âgées souffrent de symptômes plus sévères de la COVID-19, c'est parce qu'en effet, le réponse immunitaire est moins efficace. Donc, lorsqu'on vieillit, notre réponse immunitaire devient de moins en moins efficace pour contrôler un virus. Et c'est pour ça, donc, vous m'entendez parler, les jeunes enfants, habituellement, devraient être capables justement de bien contrôler le virus une fois qu'ils sont infectés. Et donc, les personnes âgées ou les personnes qui sont immunosupprimées, donc on entend parler justement de ceux qui ont la réponse immunitaire est beaucoup moins efficace, qui ont des problèmes au niveau de la réponse immunitaire, donc demeurent justement des cibles d'infection, mais surtout ne sont pas capables efficacement de contrôler aussi bien la réplication virale, de sorte que plus que vous avez de réplication virale, plus que vous allez avoir des dommages au niveau justement pulmonaire, au niveau systémique, qui va mener justement à des complications qui pourraient éventuellement mener au décès de la personne. Donc, c'est une question d'âge, une question de réponse immunitaire, d'efficacité. Je vais rajouter une question personnelle, Oui. parce que j'ai lu qu'ils étudient surtout en Europe, pourquoi il y a quand même des gens assez jeunes qui sont atteints. Et est-ce qu'il y aurait un lien avec des gens qui auraient plus de cette fameuse protéine ACE2 oui. Qui intéresse la protéine spike du rétrovirus? Est-ce qu'il y a des gens dans la population qui en ont plus que d'autres? Est-ce que, par exemple, les gens obèses, qui ont du diabète, en ont plus que d'autres? Il faut faire attention. Donc, le virus Spike, le virus SARS-CoV-2, c'est un coronavirus et non un rétrovirus. Mais ce qui est important, c'est que oui, en effet, il peut y avoir des variations au niveau des récepteurs. Vous avez juste à penser le VIH. Il y avait une partie de la population qui est résistante, en fait, au VIH parce que un des récepteurs qui lui permet d'entrer pour une des souches, là, une certaine souche du VIH, un récepteur qui, dans certaines parties de la population, qui est aucunement exprimé à la surface
de la cellule cible, ce qui fait en sorte que ces gens-là sont, entre guillemets, protégés d'une infection VIH. Alors, à l'opposé, si vraiment on a des gens qui démontrent plus forte expression d'ACE2, à ce moment-là, oui, en effet, ils pourraient être plus susceptibles. Maintenant, il y a plusieurs facteurs. ACE2 est un récepteur. Vous avez aussi une autre protéine qui est une protéase qui aussi est un élément important à l'entrée du virus. Mais vous avez une foule d'autres facteurs qui font en sorte que certaines personnes pourraient être plus susceptibles à l'infection et même à des complications de la COVID-19. Et il y a des facteurs sûrement génétiques qui sont encore inconnus, mais vous avez possiblement des gens qui, par leur génétique, sont peut-être moins efficaces spécifiquement à être capables justement de lutter contre le virus de la COVID-19, bien qu'ils sont capables justement de répondre efficacement, de réponse immunitaire très efficace face aux autres virus et aux autres bactéries. Mais il existe plusieurs facteurs qui pourraient jouer dans ce sens-là. Et on sait que, semble-t-il, que la réponse de base face à l'infection virale qui se fait par des interférons semblerait même être susceptible à augmenter l'expression de ce récepteur-là. Donc, chez la population générale, déjà là, on aurait aussi une façon que le virus réussit à mieux infecter les cellules, tout simplement parce que les interférons agissent sur l'expression de la CE2. Mais c'est un point en fait, qui est prêt. Et le groupe sanguin, parce qu'il y a une question qui pose là-dessus, on en entend un peu parler, qu'il y a des groupes sanguins. Rapidement, parce que là, le temps passe, on a quelques minutes, donc des mini-réponses. Donc c'est le groupe O qui semblerait être plus protégé, et c'est probablement, et ça encore là, c'est basé sur le fait que pour le virus du SRAS, il semblerait avoir la même équivalence. Donc, les gens qui groupe groupe sanguin O, semblent être mieux protégés d'infection, et c'est probablement dû au fait qu'il y a des anticorps naturels qui existent contre d'autres protéines qui ferait en sorte qu'on bloquerait possiblement l'accès de la protéine spike à son récepteur. Mais encore là, ça demeure ça demeure spéculatif et ça demeure à être confirmé. Rapidement, quelqu'un pose une question. On dit que le virus, en tout cas de la COVID-19, serait peut-être sensible à la chaleur, comme beaucoup de virus. Oui. Est-ce que ça veut dire qu'avec le réchauffement climatique, on aura moins de virus? Je crois que dans notre cas, en effet, le virus de la COVID-19, c'est un nouveau virus. Donc, la population humaine n'a jamais vu un virus de la sorte et on n'a pas l'immunité face à ce virus. Donc, ça se peut en effet que, et là, on postule là, qu'avec, par exemple, lorsqu'on arrive avec des températures plus chaudes l'été, que le virus va être moins transmissible. Donc, dans le cas du virus de la COVID-19, il y a peut-être une possibilité. Est-ce que ça va donner un virus plus saisonnier? On ne le sait pas. Mais on voit que les virus sont saisonniers pour différentes raisons, entre autres, semble-t-il, à cause justement des températures plus élevées. Mais il faut quand même prendre en considération que les réchauffements climatiques ont un autre impact. Et comme je mentionnais, les moustiques, qui parfois sont plus prévalents dans des pays plus chauds, vont pouvoir justement migrer vers des pays qui, eux, ont des températures moins élevées, mais qui, à cause du réchauffement climatique, pourront permettre à ces moustiques-là qui transportent des virus de transmettre le virus à ces populations. Une autre question, un peu plus technique, mais est-ce que vous pourriez expliquer rapidement c'est quoi le choc cytokinique? OK, plutôt ce qu'on appelle la tempête cytokinique. En fait, la réponse immunitaire est beaucoup médiée par des facteurs solubles. Donc, lorsque, par exemple, vous enclenchez une réponse immunitaire, vous allez avoir des protéines qui vont circuler à travers le corps, qui va permettre justement entre autres, permettre aux cellules de la réponse immunitaire d'être recrutées et de bien efficacement répondre justement face au danger que pose justement l'infection. Et puis, si cependant vous avez une augmentation qui est trop forte, vous allez avoir à ce moment-là des effets qui vont être néfastes, qui vont créer des dommages non spécifiques et collatéraux, qui vont même plutôt avoir des effets qui créent des dommages au site d'infection et de façon incontrôlée. Donc, si vous n'êtes pas capable de contrôler cette augmentation-là de ce qu'on appelle les cytokines, des facteurs solubles, eh bien, vous allez avoir un effet plutôt contraire et vous allez avoir vraiment des dommages trop sérieux qui vont entraîner justement ce que les patients en ce moment subissent, donc des déficiences au niveau et des problèmes au niveau respiratoire. Une question aussi qui est revenue à plusieurs reprises sur les masques, rapidement. Oui. Est-ce que pour vous, rapidement, c'est le masque, est-ce que c'est préférable? Est-ce que c'est utile? Oui, utile.
On a changé, donc le point de vue a changé beaucoup au niveau du fédéral, au niveau du gouvernement fédéral. Je crois que oui, ça peut être bénéfique dans des situations que vous ne pouvez pas respecter le 2 mètres. Surtout, ne le portez pas en vous disant que les autres mesures ne vous s'appliquent plus à vous. Le porter le masque jusqu'à preuve du contraire, ce qu'on sait, ne vous protège pas d'être infecté, mais si vous êtes infecté asymptomatique, vous le portez, à ce moment-là, vous êtes moins à risque de transmettre le virus parce que vos gouttelettes vont être retenues. Mais vous n'êtes pas pour autant protégé de ce qu'on puisse comprendre. Donc, oui, il peut être bénéfique, mais soyez prudent. Prenez pour acquis que vous n'êtes pas nécessairement protégé du risque d'infection. Gardez tout ce qui est appliquez les mesures qu'on vous dit, soit de distanciation sociale, elles sont essentielles et lavez vos mains. Prenez toutes les mesures nécessaires. Une avant-dernière question, parce qu'on ne va pas garder les gens trop longtemps, mais les tests sérologiques, est-ce que vous pensez ils seront sur le marché quand? Est-ce que ça pourrait même être des tests qu'on pourrait nous-mêmes ça, en effet, en ce moment, on n'a aucun test sérologique sur le marché qui peut être utilisé par chaque personne. Donc, vraiment, ça demeure encore en cours. Il y a déjà des tests sérologiques qui sont utilisés surtout par certaines villes pour vérifier donc pour détecter les anticorps chez une personne infectée. Mais pour le moment, je ne sais pas. Ça devrait quand même arriver très bientôt. Et d'ailleurs, très bientôt. Je ne sais pas exactement quand. Donc, il y a quand même des priorités pour lesquelles on doit utiliser les tests sérologiques. Mais on sait très bien que les tests sérologiques sont nécessaires pour qu'on ait vraiment une bonne appréciation du nombre de personnes qui ont été infectées au niveau de la population. Mais sachez, et ça c'est important, que si vous avez un test sérologique positif, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez assez d'anticorps ou vous avez les bons anticorps pour vous prévenir d'une deuxième infection. Et ça, c'est très important de souligner parce qu'un test positif ne vous qualifie pas pour autant comme étant protégé d'une deuxième infection. Et une dernière question qui serait une belle clôture. Là, on est en train de prendre notre leçon pour une pandémie. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire et ce qu'on devrait faire pour éviter une autre pandémie à l'avenir avec un autre virus? Bon, je peux vous le dire, on peut essayer, mais on ne peut pas nécessairement s'empêcher d'être protégé face à une deuxième pandémie. On était très confiants au début de l'arrivée justement du virus, de la COVID-19. On ne croyait aucunement que ce serait un virus qui causerait un nombre de cas d'infection énorme en Amérique du Nord. Peut-être un peu confiant, mais n'empêche les gouvernements ont agi assez rapidement lorsqu'ils ont aperçu que la situation avait changé. Je crois que une des façons qu'on doit agir, et on a quand même des pays asiatiques qu'on peut utiliser comme exemple, c'est s'assurer de prendre rapidement conscience justement d'un nouveau virus qui est présent et aussi de contrôler rapidement nos frontières. Donc, si vous avez un virus comme celui-là qui est apparu en Chine, qui est par la suite est arrivé en Europe, eh bien, vous devez, d'une certaine façon, vous assurer que vos frontières, justement, au moins, on peut, d'une certaine façon, bien contrôler les gens et s'assurer que les gens qui proviennent de l'extérieur, donc, soient mis au courant et autant que possible être mis en quarantaine. Autre chose, et on entend constamment parler, on doit être mieux équipé, s'assurer d'avoir dès le départ, lorsqu'on voit qu'un virus qui crée des problèmes au niveau respiratoire, d'avoir justement tout l'équipement nécessaire et qui est transmis aussi par des microgouttelettes, d'avoir tout l'équipement pour protéger les personnes qui soignent les patients, mais aussi la population générale, si jamais c'est une mesure qu'on veut appliquer au niveau de la population. Et le dernier point, c'est les tests de dépistage. Donc, on entend parler, les pays qui ont réussi à bien contrôler le virus, non seulement ont été très, très proactifs au niveau des frontières, mais sont assurés d'augmenter rapidement les tests de dépistage. S'assurer donc de savoir qui est infecté, de pouvoir justement demander qu'ils soient mis en quarantaine, mais de détecter aussi ceux qui étaient en contact avec ces personnes-là. Alors ça aussi, c'est la clé du succès et on l'a vu dans ces pays. Ça a été un élément clé qui leur a permis de mieux contrôler le virus que d'autres pays qui ne l'ont pas fait.
Bah, écoutez, merci beaucoup. On pourrait continuer. Je vois d'autres questions qui continuent d'arriver. On va être obligé d'arrêter là. Je veux quand même vous dire deux petites choses. Cette conférence va être prise sous une forme peut-être un petit peu allégée, mais à peine, pour nos conférences qu'on dit pour les jeunes, qu'on donne tous les jours à 13 heures. Il y a toute une programmation que vous pouvez voir en ligne. Et notamment, cette conférence va être donnée le 4 mai à 13 heures. Avec Benoît Barbeau. Pour les jeunes, il y aura peut-être quelques petites différences, mais le contenu sera globalement le même. Je voulais vous dire aussi, je l'ai dit rapidement au début, on a abordé la question des recherches sur les traitements, sur les vaccins, sur les injections de plasma. Nous avons dans 2 semaines une activité entièrement consacrée à ça, avec le scientifique en chef et avec 2 autres scientifiques qui pourront vous faire le point et essayer de démêler tout ça, parce qu'il y a beaucoup de pistes, et voir qu'est-ce qui est le plus prometteur. Donc, si ça vous intéresse, ça sera vraiment, on aura le temps d'aller beaucoup plus en profondeur. Là, il me reste, bon, d'abord à vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a un enregistrement et que vous pouvez retourner pour visionner les parties qui vous intéressent particulièrement ou en parler à vos amis. De surveiller notre programmation qui est sur notre site internet, qui est en ligne. Et je termine en remerciant Benoît Barbeau de s'être prêté à l'exercice, d'avoir pris le temps de présenter cette présentation. C'est pas rien, c'est beaucoup de travail. Et je vous remercie tous de vous être connectés. Et je vous souhaite une bonne soirée. L'apéro est pris. J'espère qu'il a été bon. Alors, bon appétit et bonne soirée.